podcast en privé ou bien via une société. On va juste attendre encore 2-3 minutes, si vous voulez bien, pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Je vois qu'on est déjà assez nombreux ici pour pouvoir débuter, mais comme il y a toujours des petits retardataires, on va leur laisser au moins 1 minute de battement. Merci en tout cas pour les personnes qui sont déjà connectées et d'être à l'heure, c'est toujours très important. Il est possible que je réactive l'outil de conversation en fin de webinaire si vous avez des questions particulières. Tout dépendra du temps qu'on aura mis ensemble pour faire ce petit webinaire ici. Donc ça, on verra par la suite. Si pas, mais je le réexpliquerai bien entendu, mais vous pouvez toujours m'envoyer un email avec des questions éventuelles. Donc l'adresse c'est info@cartouche.imo. Voilà, donc que ça se connecte. Donc on va commencer. Donc bienvenue dans ce webinaire. Donc l'investissement en immobilier par le biais d'une société ou bien en personne privée. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Cyril van der Ginst, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc j'ai fait mon cursus scolaire en économie. J'ai ensuite poursuivi mes études en tant qu'agent immobilier, donc des études d'immobilier. Je suis agent immobilier depuis 2008. Ici aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis moi-même investisseur en immobilier. J'ai investi d'abord en privé, comme beaucoup de personnes, et ce depuis 2010, et ensuite en société depuis 2019. Cette formation d'aujourd'hui, elle vous est offerte par la société Cartouche. Cartouche, c'est une société de chasseurs immobiliers qui conseille et assiste les personnes dans l'investissement immobilier, mais aussi dans la recherche immobilière de manière générale. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez suivre le lien qui se trouve ici, donc le lien du site internet. Voilà pour la partie publicité d'aujourd'hui. Donc ce qu'on va voir ensemble, ce sont les notions de base et les termes ici qu'on va utiliser aujourd'hui pour parler d'investissement. Les objectifs d'investissement qu'une personne pourrait avoir, les avantages et inconvénients de l'achat en privé, la même chose pour l'achat en société, puis on va tenter de conclure avec est-ce que c'est plus intéressant d'acheter d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne connais pas ici l'assistance, je vais dire, donc votre niveau d'investisseurs immobiliers. Donc, on va peut-être voir des choses qui paraîtront basiques pour certaines personnes ici et qui seront peut-être une découverte pour d'autres. On va donc commencer par les notions de base qui seront des termes importants pour la compréhension de la suite du webinaire ici. Donc, on va commencer par parler d'une personne physique. Qu'est-ce qu'une personne physique et qu'est-ce qu'une personne morale? Donc, la personne physique, c'est le plus simple. C'est vous, c'est moi, c'est toute personne qui souhaite acheter ou pas, hein, mais qui est une personne à part entière, donc Cyril van der Ginst, date de naissance, etc., etc. La personne morale, c'est une personne qui a une entité juridique aussi, mais qui n'est pas une personne physique. On va parler de personne morale dans le cadre ici de sociétés, par exemple, qui seraient constituées pour pouvoir acheter de l'immobilier. On va parler de revenus immobiliers et de revenus professionnels. C'est deux choses qui sont bien sûr différentes, mais qui à un moment donné pourraient être entremêlées et qui auront une incidence bien entendu. Donc les revenus immobiliers, ce seront les revenus issus de la location de biens immobiliers, et les revenus professionnels, c'est de manière générale les fruits d'un travail. On va parler de revenus cadastral et de précompte immobilier. On a tendance à beaucoup confondre les deux. Dans le langage courant, on va parler de revenu cadastral. Tous les ans, on pense qu'on paye son revenu cadastral. Ça va d'ailleurs bientôt arriver. C'est souvent au mois de septembre, octobre. Les personnes reçoivent la lettre de l'administration fiscale les invitant à payer et disent « j'ai payé mon revenu cadastral ». C'est un défaut de langage puisque ce qu'on paye, c'est justement le précompte immobilier, qui est la taxe qui est calculée sur un revenu cadastral indexé, etc.
Le revenu cadastral, lui, c'est quoi? C'est un montant locatif annuel fictif qui a été déterminé sur le logement par l'administration, et ce depuis 1975. Donc c'est pour ça qu'on rencontre dans le marché immobilier des revenus cadastraux, puisque je rappelle que c'est le loyer fictif annuel, donc des revenus cadastraux qui sont relativement bas. On va souvent voir des revenus cadastraux pour des anciennes fermes de 300 €, des immeubles de rapport à 1000, 1500, 2000 €. C'est bien sûr, ce n'est plus en relation avec ce qu'on peut espérer louer l'immeuble sur une période d'un an, bien entendu. Donc ce revenu cadastral, une fois qu'il est fixé pour le bâtiment, si je fais construire aujourd'hui un nouvel immeuble, ben, l'administration va fixer aussi un revenu cadastral. Il ne bougera plus. Ce revenu cadastral, donc, il ne bouge plus jamais, sauf si, bien sûr, je fais des gros travaux, j'améliore mon logement, etc., et qu'il y a une révision du revenu cadastral. Ce qui va bouger, par contre, c'est l'index, donc c'est le coût de la vie qui va suivre ce revenu cadastral indexé sur lequel va être prélevée une taxe, donc ce précompte immobilier. On va parler de plus-value et de cash flow. La plus-value, c'est quoi? Donc, c'est la différence positive entre ce que me coûte l'acquisition totale de quelque chose et sa revente. Donc, c'est le ratio entre les deux. Par exemple, j'achète un immeuble 100 000 €. Bien sûr, on a du mal maintenant à trouver un immeuble à 100 000 €, sauf peut-être si on fait appel à cartouche. Je l'achète, j'ai des frais, donc ce qu'on appelle communément des frais de notaire, droits d'enregistrement, etc. On va les globaliser à 20% du prix. Donc j'achète 100 000, j'ai 20% de 100 000 en plus à payer, j'ai 120 000 € d'acquisition. Je fais un peu de travaux, etc. dans cet immeuble pour 30 000 €. J'ai donc un coût total de 150 000 € de mon acquisition, et je vais revendre cet immeuble 200 000 €. Donc la différence entre 150 000 et 200 000, c'est ce qu'on va appeler ma plus-value. C'est très schématique, bien entendu ici. C'est vraiment pour comprendre le mécanisme de plus-value, donc qui est cette différence entre ce que ça m'a coûté et le prix de revente. Le cash flow, c'est à peu près la même chose, mais repris dans d'autres terme, je vais dire, le cash flow, c'est un terme anglais, bien entendu, qui est flux de trésorerie en français, qui va être, lui, la différence mensuelle entre ce que ça me coûte, par exemple, mon crédit hypothécaire, mes assurances, etc., mon appartement ou ma maison que je viens d'acheter 100 000 € va me coûter en tout 1000 €. Je vais réussir à la louer 1200 €. J'ai donc un cash flow, donc ce ratio de 200 € par mois. Donc ça, c'est le cash flow. L'amortissement, ça c'est quelque chose un peu plus comptable, qui sera important pour l'investissement en société. L'amortissement, c'est le fait qu'une chose perde de sa valeur en fonction du temps et de l'usage. On va rester sur ce terme-là jusqu'à présent pour l'amortissement. Je viendrai avec un exemple par la suite. Donc ça perd de sa valeur en fonction du temps qui passe et de l'usage. Donc voilà pour les notions de base, les termes qu'on va utiliser ici pendant la présentation. J'espère que c'est relativement clair pour tout le monde. On va d'abord devoir déterminer les objectifs d'un investissement. Ça va être très important avant de parler d'acheter en privé ou en société. L'objectif qui sera poursuivi par la personne qui veut acheter va déterminer ce qui sera le plus intéressant. Quand on dit plus intéressant, c'est souvent en termes fiscaux que c'est plus intéressant. On va avoir plusieurs grands profils, types d'investisseurs dans l'immobilier. On va d'abord retrouver le plus classique qui sera l'investisseur patrimonial. Donc typiquement, c'est la personne qui va acheter pour placer son argent, pour le sécuriser dans quelque chose de tangible, donc de l'immobilier. Ça va être la personne qui vient de terminer de payer sa maison, par exemple, qui veut acheter une seconde résidence à la mer du Nord ou dans les Ardennes, peu importe, qui va la louer ou pas, mais qui va prévoir d'avoir acheté de l'immobilier pour transmettre aux générations futures et sécuriser son patrimoine.
Le deuxième point, ce serait la personne qui a un objectif locatif. Ça va être une personne qui va avoir une gestion plus proactive de son patrimoine immobilier, qui va par exemple mettre en location saisonnière, qui va faire des cotes d'étudiants, qui va découper les chambres pour faire de la colocation par exemple, qui va vraiment essayer d'optimiser au maximum les rentrées locatives de son parc immobilier pour agrandir son cash flow. Donc ça, c'est la personne qui aura vraiment cet esprit investissement locatif pour agrandir son patrimoine de manière générale, bien entendu, comme tout le monde qui achète de l'immobilier, mais surtout pour faire des compléments de revenus ou des revenus à part entière. Troisième catégorie de personnes qu'on pourrait retrouver dans l'investissement immobilier, ce seront les personnes qui ont plutôt un objectif capital. Donc capital, on entend capital financier, qui vont multiplier les opérations d'achat-revente, de travaux, revente, etc. C'est ce qu'on va appeler des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers, pour faire grossir leur enveloppe financière par cette succession d'opérations. Ces trois catégories de personnes, elles sont bien sûr pas restrictives, chacun peut être un peu d'une catégorie ou l'autre, mais elles seront importantes dans la détermination du projet. Dans l'immobilier, ce qui est important, c'est de pouvoir se projeter, ou en tout cas d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire quand on achète quelque chose. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir se dire, moi j'ai plutôt une vision patrimoniale, je veux que cet immeuble-là reste dans ma famille pendant très longtemps, ou non, moi je veux vraiment que cet immeuble soit quelque chose qui génère pas mal de revenus, etc., etc. Ça va déterminer la meilleure solution à opter pour acheter cet immeuble, tout simplement. C'est pour ça qu'en fonction de l'objectif qui va être poursuivi, il y a une structure à mettre en place, à privilégier ou pas. C'est justement donc ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc d'abord, on va voir les avantages principaux et les inconvénients de l'achat en privé. Donc l'achat en privé, on aura donc pas de taxation sur les loyers. Donc ça c'est très très intéressant, bien entendu. Pardon. Donc, l'immobilier est exonéré d'impôts ici en Belgique, en Wallonie, pour les destinations résidentielles en tout cas. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun impact non plus fiscal, puisqu'on aura une taxe qui va être due sur le revenu cadastral indexé, donc notre fameux revenu cadastral qui lui ne bouge pas, l'index qui est l'indice qui suit le cours de la vie, majoré de 40%. Donc il y a quand même un impact financier sur la détention immobilière, bien que les loyers, eux, ne soient pas taxés, les loyers résidentiels. On va avoir une possibilité de cash flow qui va être plus importante quand on va acheter en privé. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il va être possible d'allonger sa durée d'emprunt par rapport à une société en tout cas. Les banques vont souvent être plus enclines à bien vouloir plutôt prêter 25 ou 30 ans. Bien sûr, chaque cas est différent. Ça devient de plus en plus difficile d'aller chercher des délais comme ceux-là, mais ça arrive encore. On va encore passer des dossiers comme ça sur des 25 ou 30 ans. Donc bien sûr, plus la durée de l'emprunt est longue, moins la mensualité est grande et donc plus le cash flow est positif, bien entendu. Il n'y a pas de plus-value dans l'achat immobilier en privé quand on revend donc son immeuble après 5 ans ou son terrain après 8 ans. Donc ça, c'est très très important. Ça veut dire que tout ce que vous avez gagné après 5 ans, c'est du net d'impôt si vous devez revendre ce que vous avez acheté. Il existe même une possibilité, si vous êtes domicilié dans l'immeuble dans l'année précédente la revente, de ne pas avoir d'impôt bien avant les 5 ans aussi. Donc ça, c'est vraiment un point qui sera très important et qui fait une grosse différence.
C'est bien sûr beaucoup plus facile de débuter l'acquisition immobilière en tant que privé particulier que via une société, puisqu'il ne faut pas de connaissances fiscales particulières, il n'y aura pas de charges spéciales. Si demain vous avez envie d'aller acheter un appartement parce que vous l'avez vu sur Internet, etc., vous pouvez le faire, dans la limite de vos possibilités financières, bien entendu, mais il n'y a rien de spécial à mettre en place pour ça. Les inconvénients, par contre, de l'achat en privé, c'est que les capacités financières vont être basées sur vos ressources propres. Donc, vous ne saurez pas emprunter beaucoup plus que ce que vous savez gagner. Les quotités vont être limitées à 80% dans la plupart des cas quand c'est une destination de mise en location. Donc, c'est-à-dire que la banque va bien vouloir vous prêter 80% de la somme. Vous devrez donc apporter les 20% restants, bien entendu, et aussi les droits d'enregistrement, frais de notaire, etc., etc. Donc, on compte souvent à la grosse louche 20% en plus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même 40% d'apport en fonds propres. Il n'y a aucune réduction possible, pas de déduction de frais, de TVA, pour les travaux, etc. La seule déduction qu'on pourrait envisager, c'est les intérêts de son crédit hypothécaire. Donc tout ça est à payer plein pot. Il y a toujours un risque de requalification des loyers en revenus professionnels. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Les revenus immobiliers donc sont exonérés d'impôts. Les revenus professionnels, par contre, le sont pas, bien entendu. Donc, imaginons que vous achetez plusieurs immeubles ou plusieurs appartements, etc., maisons, peu importe. L'administration fiscale, à un moment donné, peut se dire, c'est très bien, il achète de l'immobilier, il a un autre travail, mais son immobilier prend quand même une place importante. Et il a une gestion vraiment active et professionnelle de cet immobilier. Il n'y a pas de règle générale, est-ce que c'est à 5 immeubles, 10, 15, 20, 50, on n'en sait rien. Mais si l'administration décide de requalifier les revenus de l'immobilier en revenus professionnels, ça change bien sûr tout à fait la donne, puisqu'à ce moment-là, ce sera taxé. Et ça, c'est vraiment un des risques principaux. Le coût successoral aussi, quand on achète de l'immobilier en privé, qu'on le détient donc en son nom propre, ses héritiers, enfants ou autres, devront payer des droits de succession sur la valeur de l'immeuble au moment de votre décès, ce qui peut représenter des sommes relativement conséquentes. Donc voilà, ça c'était vraiment pour l'achat en privé, les différents points principaux, en tout cas, qui différencient de l'achat donc en société. L'achat en société, on va avoir comme avantages principaux que votre capacité d'emprunt, c'est plus la vôtre, c'est celle de la société. Donc, on va dire qu'on achète avec du brut. C'est souvent ce qu'on entend, tout simplement parce qu'on va acheter l'immeuble avec de l'argent qui n'a pas encore été taxé et on va pouvoir déduire la TVA, les travaux, etc. Donc, on aura une capacité d'emprunt beaucoup plus grande. La société, la banque ne va pas regarder s'il lui reste 800 € pour pouvoir vivre, manger à la fin du mois, puisque la société, bien entendu, elle ne mange pas. On va pouvoir amortir certains frais et l'acquisition sur une certaine période. Souvent, on pense à 33 ans. Donc ça, l'amortissement, pour le réexpliquer ici, c'est le fait que ça perde de sa valeur en fonction du temps et de l'usage, et donc en comptabilité, on va pouvoir déduire cela. On va avoir la possibilité, quand on achète en société, d'avoir une optimisation fiscale beaucoup plus intéressante que quand on achète en privé, avec divers mécanismes de démembrement, amphithéose, etc., etc. On va bien sûr pas rentrer dans le détail ici de ce genre de pratique. Ça reste tout à fait bien sûr légal. C'est vraiment de l'optimisation fiscale qui pourrait être faite avec vous, votre société, etc. On va avoir une transmission successorale en société qui va être largement facilitée, puisqu'on n'aura plus l'immeuble en tant que tel, mais des parts de société qui représentent l'immeuble. Les inconvénients, par
contre, parce qu'il y en a bien sûr toujours, c'est que directement les loyers ils vont être taxés à l'ISOC, donc l'impôt sur les sociétés, en tant que revenu professionnel, puisque ça fait partie de l'activité de la société de recevoir ces loyers. Donc vous perdrez entre guillemets déjà entre 25 et 33%, souvent 25%. Donc par rapport au privé, vous avez déjà 25% de rapport en moins. La taxation sur la plus-value, elle va être faite sur la base comptable. Donc on va reprendre justement notre notion d'amortissement. Imaginons, j'achète donc cet appartement ou cette maison, peu importe, à 100 000 euros comme dans l'exemple précédent, mais cette fois-ci avec ma société. 33 ans après, puisque mon comptable avait décidé que l'immeuble serait amorti en 33 ans, je vais décider de le revendre, que ce soit 33, 34, 40 ans plus tard, ça n'a pas d'importance. Mais niveau comptable, mon appartement, il aura été amorti à 100%. Donc ça veut dire que il ne vaudra plus que 0 en termes comptables. Imaginons, dans 35 ans, je le revends, bien sûr, j'espère en tout cas que mon immeuble ne vaut pas plus que 0 euros. Donc la différence entre 0 euros, qui est la valeur comptable de mon immeuble, et mon prix de revente, imaginons 300 000 euros, ça va être taxé sur ce montant-là. Donc là, on va pas faire de différence avec le montant d'acquisition, etc., etc. Non, on va prendre la valeur comptable 0 et la valeur de revente 300 000, et donc c'est cette valeur de 300 000 qui va être taxée en totalité. Donc bien sûr, c'est énorme, et c'est une énorme différence par rapport à l'achat en privé. Les coûts de constitution et de gestion d'une société, ça va être bien sûr bien différent d'une personne physique, puisque une personne physique, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, une société, il va falloir la constituer, donc aller chez le notaire, faire les publications au Moniteur belge, tenir une comptabilité, et donc il y aura toujours ce qu'on peut appeler des faux frais, mais des frais de gestion qui vont être inhérents à ça. La sortie de l'argent d'une société, c'est pas votre argent quand c'est une société qui est propriétaire, c'est l'argent de la société. Donc vous pouvez bien sûr vous rémunérer sur ce que la société a comme argent, sortir des dividendes, de la liquidation, etc. Mais ça aura toujours un impact fiscal. Donc ça, ce sont vraiment pour les inconvénients principaux de l'acquisition en société. Donc vous l'aurez un peu compris, malheureusement, il n'y a pas de formule miracle dans l'immobilier qu'on achète en société ou en privé. Ça dépendra vraiment de votre objectif principal et de ce qu'on peut mettre en place comme mécanisme pour pouvoir optimiser la sortie éventuelle de votre immobilier. Chaque cas est vraiment tout à fait différent. On pourra conseiller, par exemple, encore au jour d'aujourd'hui, d'acheter en société quelqu'un qui voudrait acheter un château, par exemple, pour les générations vraiment là futures et quelque chose de très patrimonial, parce que bien sûr, le coût de succession d'un tel patrimoine, pour les héritiers, ça va être trop lourd. Maintenant, il est plus rare qu'on conseille encore d'acheter en société, sauf si aussi il y a vraiment une intention de faire du marchand de biens avec son immobilier, ou de scinder le risque aussi. Mais on aura tendance quand même à partir sur l'acquisition en personne physique. Chaque cas étant tellement différent qu'il est impossible ici de pouvoir dire faites plutôt comme ça ou comme ça, puisqu'il faut pouvoir analyser votre situation. Et pour ça, on vous invite à prendre contact avec des fiscalistes éventuellement si vous souhaitez faire une société pour investir dans de l'immobilier. Nous, en tant que chasseurs immobiliers, on peut vous accompagner dans la recherche de cet immeuble, pouvoir analyser sa rentabilité, connaître votre projet, vos objectifs, etc. Mais il faut toujours vraiment se faire accompagner par les bons professionnels dans les bonnes catégories. Ben voilà, c'est ici que se termine la présentation. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des informations intéressantes.
Si vous avez encore la moindre question, n'hésitez vraiment pas à vous connecter sur notre site internet. Il y a un chatter qui s'y trouve où vous pouvez nous envoyer aussi vos questions par email. D'autres webinaires sont prévus ici dans les mois futurs sur les villes où acheter de l'immobilier et sur d'autres sujets aussi, mais qui ne sont pas encore tous édités. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Comme ça, on est tout juste pour Koh-Lanta. Et je vous souhaite vraiment de passer une excellente soirée. À bientôt.